La première question qui revient souvent, c'est « j'en parle ou j'en parle pas ?» Je fais quoi ? Et si j'en parle ? J'en parle comment ? Marion Ledéhan est juriste et dirigeante d'un cabinet d'expertise en ressources humaines. Je l'ai découverte la première fois sur les réseaux sociaux où elle poste des vidéos relatives au droit du travail, accessibles à toutes et tous, et on ne peut plus instructives, en particulier pour les personnes touchées par une maladie ou un handicap, qu'il soit visible ou invisible. Je suis Charline de La Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie ainsi qu'à leurs proches et aux soignants qui les accompagnent. Dans ce 8e et dernier épisode de la saison 2, nous allons parler de l'insertion, dans le milieu professionnel, des personnes vivant avec l'hémophilie. Le rendez-vous est pris avec Marion Ledéhan. J'ai beaucoup de questions à lui poser, dont certaines m'ont été transmises par des témoins des épisodes précédents. Exceptionnellement, cette interview a été réalisée à distance. On a une bonne vingtaine de minutes devant nous. Allez, c'est parti. Ma première question, Marion, est-ce qu'on parle de sa maladie ou non à son employeur ? Alors, c'est pas une obligation. Le collaborateur peut très bien décider qu'il n'a pas envie d'en parler. On a tous le droit au respect de notre vie privée. Notre état de santé est un aspect de notre vie privée, donc on a le droit de ne pas vouloir en parler. Après, la complexité qu'il va y avoir si on n'en parle pas, c'est effectivement qu'on bénéficie d'aucun aménagement, aucune aide. Est-ce que effectivement, je suis dans un processus médical. Est-ce que j'ai besoin de souvent voir des spécialistes ? Alors, souvent, en fait, on pense à tort en tant que salarié qu'il ne faut pas qu'on en parle parce qu'on a peur, encore une fois, d'être discriminé par rapport à ça. Sauf qu'en fait, il faut savoir qu'une chose, c'est qu'en France, on a des obligations pour certaines entreprises d'avoir un nombre de salariés porteurs de handicap et on a aussi des aides à l'embauche pour les salariés porteurs de handicap, pour l'aménagement et pour l'embauche de manière générique. Donc, du coup, ça peut même être un levier à l'embauche pour certaines entreprises. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler, il ne faut pas hésiter à le dire. En fait, il ne faut pas hésiter à être pédagogue. Dans la tête de beaucoup de gens, être hémophile, en fait, je saigne. Ça s'arrête à ça, en fait. Et donc, forcément, on se dit, l'employeur, si je suis dans un métier de bureau, jamais il va le prendre en compte, il s'en fout que je sois hémophile. Et que... Non, il faut en fait être pédagogue et expliquer à l'employeur, voilà, j'ai ça. Vous le savez, c'est en toute connaissance de cause. Moi, je suis plutôt pour en parler. Si on est atteint d'une maladie chronique grave ou d'un handicap, quels sont les différents dispositifs dont on peut bénéficier ? Alors, il y a 3 possibilités. La première, je suis malade. Et je ne veux pas dire c'est tout parce que c'est réducteur, mais je suis malade, point. C'est-à-dire qu'en fait, je ne bénéficie pas d'un traitement à longue durée. Je ne suis pas reconnue comme travailleur handicapé. On sait que je suis malade, on met le mot. Ça, on va dire que c'est le premier step. Le deuxième step, je bénéficie d'une ALD. Donc l'ALD, c'est l'affection de longue durée. C'est en fait un dispositif de la sécurité sociale qui nous permet d'avoir une très bonne prise en charge des rendez-vous médicaux, de tous les spécialistes qu'on va avoir besoin de voir. Et surtout, ça nous ouvre la porte dans le code du travail aux absences dès qu'on a besoin de s'absenter dans le cadre de son ALD, on peut le faire. C'est pas problématique. Et après, on a le 3e step, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, où là, effectivement, ça implique d'avoir fait une démarche auprès des différents organismes. Les 3 sont possibles. Et quand on travaille dans la fonction publique, par exemple, est-ce que ça change quelque chose à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à l'affection de longue durée ? La RQTH en tant que telle, non. La RQTH, elle, non. Sur l'ALD, ça peut changer quelque chose. Ça change juste quelque chose sur la possibilité de s'absenter. C'est-à-dire que quand je suis dans le privé, j'ai une ALD, je peux m'absenter. Quand je suis dans le public, j'ai une ALD, je peux m'absenter si le service n'est pas déstabilisé par mon départ. Il y a quand même cette frontière-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'avoir besoin pour en parler. Il faut tout de suite en parler pour que l'employeur se mette dans la tête, ok, c'est un collaborateur sur lequel je peux compter au même titre que les autres, mais que je dois gérer différemment. Alors après, il faut toujours penser, on est sur des maladies qui peuvent être évolutives. Donc ça veut dire que les besoins que j'ai en janvier sont pas forcément les mêmes besoins que j'aurai en mars, etc., etc. Donc il faut déjà se dire que ne pas en faire un tabou avec l'entreprise, c'est aussi se laisser la possibilité d'aller moins bien plus tard, d'aller mieux, d'aller moins bien, d'avoir des phases. En fait, c'est ça en fait ce qui est problématique pour les entreprises, c'est qu'en fait parfois comme elles le voient pas, elles se disent ça va. Mais non en fait, parce qu'on va pouvoir justement accompagner le salarié et s'il a une RQTH, en plus il est hyper protégé dans l'entreprise. Donc en fait, c'est pas une mauvaise chose. Donc
Effectivement, pour mettre en place des aménagements, on va pouvoir avoir des aides, on va pouvoir en parler avec la médecine du travail, on va pouvoir s'absenter librement pour les rendez-vous médicaux. Enfin, c'est beaucoup plus facile à gérer en interne, quoi. Le médecin du travail, parlons-en car c'est un interlocuteur privilégié. Alors, il faut savoir que tous les échanges avec le médecin du travail sont confidentiels. C'est pas au médecin du travail d'aller avertir l'employeur d'une situation de santé chez le collaborateur. Donc, effectivement, la première chose à faire, ça peut être d'en parler avec le médecin du travail, au moins pour voir si on peut aménager le poste. Il y a peut-être des aspects dangereux dans le poste, mais la seule personne à qui on peut en parler en premier lieu, c'est le médecin du travail. On peut également être accompagné par un ergothérapeute. Effectivement, il faut pas oublier que quand on est hémophile, potentiellement, c'est pas, il faut sortir de ce truc encore une fois où je saigne, c'est ça. Non, ça peut donner lieu à beaucoup plus de conséquences et notamment avoir plus de difficultés à bouger, vraiment les difficultés de mouvement qui vont arriver avec le temps. L'ergothérapeute, lui, va m'aider à me sentir bien à mon poste de travail. Parfois, c'est avec de simples aménagements qu'on peut aller mieux sur le poste de travail. Donc l'ergothérapeute, c'est pareil, et il faut pas oublier, et ça vraiment les entreprises, il faut pas qu'elles l'oublient. Quand on paye une adhésion annuellement à la médecine du travail, dans cette adhésion, il y a des ergothérapeutes, des psychologues du travail, etc., etc. Il y a plein de professionnels auxquels on peut faire appel, dont le job, c'est vraiment de faire attention à ce qu'on soit bien au travail. Donc oui, on peut le faire intervenir, encore une fois, en passant par la médecine du travail, c'est plus simple. Comme ça, effectivement, on a un chemin qui est déjà en interne. Donc oui, ça peut être pas mal. Et est-ce qu'il y a d'autres corps de métier qui peuvent accompagner une personne vivant avec l'hémophilie dans l'entreprise ? On va partir de l'interne pour partir vers l'externe. Dans certaines entreprises, on a un référent qui s'appelle le référent handicap, dont le job, effectivement, c'est de s'assurer que les personnes porteuses de handicap se sentent bien au travail. Donc ça, c'est un premier pas. Si on a un infirmier en interne aussi, infirmier de santé au travail, il y a des entreprises qui en ont en interne selon la taille de l'entreprise. Donc ça, c'est les personnes qui vont être plus en rapport avec ma maladie. Après, il y a le médecin du travail, bien évidemment, et les infirmiers de santé au travail qui sont en externe. Tous les services de la médecine du travail, ergothérapeute, psychologue du travail. Il ne faut pas amoindrir aussi le fait qu'il n'y a pas que le physique. Il y a des fois où ça va moins bien. Le psychologue du travail est là pour ça aussi. Et après, on a les organismes qui sont complètement externes à l'entreprise. Donc la SAMET, qui va nous accompagner dans le maintien, dans l'emploi. La GFIP, qui, elle, va plus intervenir en amont, mais qui peut aussi faire partie de cette fameuse condition dont je parlais. Et après, on a le Cap Emploi, on a encore une fois la CARSAT, on a la CDAPH aussi, qui est la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. Voilà, on a tous ces référents-là qui peuvent nous accompagner. On peut aussi, bien évidemment, via son médecin traitant, donner des recommandations et après, on va les amener à la médecine du travail. Et comme ça, la médecine du travail en tient compte aussi. Et la sécurité sociale. Vous pourriez nous donner des exemples d'aménagements dont les personnes vivant avec l'hémophilie peuvent bénéficier au travail ? Alors, ça peut être soit un aménagement sur le côté technique du poste. Je pense par exemple à quelqu'un qui serait en usine. Et là, faire effectivement que certaines missions ne lui soient pas confiées, au bénéfice d'autres missions, bien évidemment. Et après, on va avoir au niveau du travail de bureau. Alors là, ça peut être des aménagements qui seront préconisés. Il faut savoir que l'employeur n'est jamais obligé de suivre les aménagements de la médecine du travail. Il est tenu d'y faire attention. Mais ça peut être le mettre en télétravail, lui permettre d'avoir du télétravail un peu à la carte. Quand il se sent moins bien, il a du télétravail. Ça peut être aussi un aménagement au niveau des horaires pour pouvoir lui permettre effectivement de combiner. Parce que si c'est un salarié qui finit à 18h tous les jours, ils sont bien gentils, mais pour faire les rendez-vous médicaux, ça va vite être problématique. Si le salarié travaille aux mêmes horaires que le médecin. Donc, c'est vers ce genre d'aménagement-là qu'on va pouvoir se tourner. C'est pour ça que, comme on dit depuis le début, il faut pas le cacher. Il faut pas le cacher. Et j'ai envie de dire, un employeur qui, dès le début, n'est pas favorable à ce qui s'absente, etc., etc., in fine, on est potentiellement sur un employeur avec lequel on n'a pas envie de travailler. J'ai pas envie de cacher mon handicap. Voilà, cette entreprise, elle me plaît pas. J'aime pas les valeurs qu'elle porte. Vaut mieux le savoir dès le début. On n'est pas tous faits pour toutes les entreprises. Ça, il faut vraiment se le dire. C'est hyper important et c'est pas parce que l'entreprise veut travailler avec moi que moi, je veux travailler avec elle. On peut pas se rajouter une contrainte sociale en plus d'avoir cette contrainte médicale. Ça marche pas. Donc déjà, j'en parle. Et puis si mon employeur, peut-être que je bosse pas avec lui. Et par contre, si j'ai un employeur qui m'accompagne, alors potentiellement, ça donnera lieu à ce qu'on appelle un suivi individuel renforcé. C'est-à-dire que la médecine du travail va voir le collaborateur plus souvent que les autres collaborateurs. Donc, ça implique quand même de mettre peut-être en place une commission. Alors, on a un organisme en France qui s'appelle la SAMET.
SAMETH. Et en fait, son job à la SAMET, c'est de faire tout pour qu'on soit maintenu dans l'emploi. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à faire intervenir médecine du travail, la SAMET, l'employeur, pour travailler ensemble de manière périodique sur OK, et là, comment ça va? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu ailles mieux encore l'année prochaine? C'est plutôt pas mal de s'adjoindre le conseil. Il y a plein d'organismes, on a la chance d'être dans un pays où la médecine est très ouverte. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans d'autres pays où tout est très cher, tout est très laborieux, tout est très compliqué. En France, tout est fait pour qu'on puisse avoir un parcours médical qui soit suivi. Et ces organismes-là sont vraiment là pour ça. Et si on l'a caché au moment de l'entretien d'embauche? Est-ce qu'il n'est pas trop tard après pour le dire? Alors, il faut savoir que tous les salariés ont un entretien obligatoire tous les 2 ans avec l'employeur. Et cet entretien, il porte sur la carrière du salarié. On n'est pas sur un entretien de comment ça s'est passé, on est sur comment ça va se passer. Cet entretien, il a pour objectif de vraiment se projeter dans l'emploi. Et je trouve que c'est un bon moment pour en parler. Pour dire effectivement, voilà, je me sens bien dans mon poste, je me sens bien dans ma carrière, il n'y a vraiment pas de problème. Mais voilà, faut que je vous parle de quelque chose. Avant, c'était plus invisible, donc je l'ai géré par moi-même et je me rends compte qu'aujourd'hui, je n'y arrive pas. Voilà, je souffre d'hémophilie. Voilà ce que ça implique, justement, ce côté pédagogue, parce que on peut se retrouver face à une personne qui ne comprend pas ce que ça veut dire. Hein. Il faut vraiment se dire qu'il y a un travail de pédagogie à faire. Et voilà, j'ai besoin d'avoir vraiment un suivi renforcé par rapport à ça. Peut-on en parler? Et puis-je rencontrer la médecine du travail à ce sujet-là? C'est un bon moment, l'entretien professionnel, parce que comme on parle de carrière, on parle de ce qui va se passer. Donc voilà, on n'en a pas parlé, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on le sait? En parler, c'est donc primordial selon vous? Oui, exactement. Exactement, parce qu'en fait, on n'a pas à avoir honte. Alors je sais que c'est facile quand on le dit et qu'on n'est pas la personne qui est touchée, on se dit elle est bien mignonne avec ses conseils de pas en avoir honte, mais c'est pas elle qui vit avec. C'est compliqué, il y a des salariés qui veulent pas avoir une reconnaissance par exemple de travailleurs handicapés parce que ils ont l'impression qu'on les met sur le côté. Mais en fait, si on commence à tous en parler dans les entreprises, on a quand même tellement de handicaps qui sont invisibles qu'en fait, on le fait pour nous, on le fait pour les autres et ça implique aussi que les RH soient mieux formés. Dans les formations RH, on en parle de plus en plus. À la gestion du handicap, il y a quelques années, on n'en parlait pas. Donc tout commence par « ok, j'en parle ». Et si j'en parle et que l'entreprise, elle l'entend pas, ok, c'est que cette entreprise, elle me ressemble pas. Est-ce qu'on peut parler du retour à l'emploi après un arrêt maladie? Quels sont vos conseils? Alors, selon la durée de l'arrêt et selon aussi la spécificité, c'est-à-dire la gravité de ce qu'il a vécu pendant qu'il était en arrêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'encourage beaucoup les entreprises à faire des visites de pré-reprise. C'est-à-dire, on lui met dans la tête qu'on est sur de la pré-reprise. On va mettre en place ta reprise. Est-ce que tes besoins sont les mêmes? Est-ce que tes besoins ne sont plus les mêmes? Est-ce que, parce que tu peux ne pas avoir changé physiquement, pour autant, tu es dans un état psychologique où tu as besoin qu'on dise stop? C'est pas parce que la CPM nous dit tu peux reprendre, donc le médecin du travail a terminé l'arrêt de travail, qu'on se sent apte à reprendre. Donc la première chose, c'est toujours une visite de pré-reprise pour dire aux collaborateurs, écoute, on va préparer ta reprise et on va faire en sorte que ça se passe au mieux en rencontrant le médecin du travail. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux, bien évidemment, en rencontrant le médecin du travail et en accompagnant le collaborateur vers le retour à l'emploi et en lui expliquant impérativement, alors j'insiste dessus, ça peut paraître bête, mais sur ce qui s'est passé dans l'entreprise pendant qu'il n'était pas là. Parfois, en fait, on se focus sur l'interne. Comment va le salarié? On va préparer sa reprise parce qu'on veut il faut qu'il reprenne à travailler. On est dans un but lucratif, on est en entreprise, il faut que tu reprennes ton poste. Et en fait, on met un peu de côté le fait, il appartient à une équipe, en fait. Donc, ne serait-ce que lui raconter, tiens, au fait, Martine, elle part à la retraite bientôt. Oh, tiens, il y a Elsa qui est en arrêt, elle va avoir son bébé. En fait, vraiment pas oublier qu'il fait partie de l'équipe et qu'en fait, un arrêt de travail, je trouve qu'aujourd'hui, les entreprises, elles se cantonnent un peu à dire, t'es plus malade, tu peux revenir. Mais il s'est passé quoi? Je comprends rien à ce qui se passe dans l'entreprise. Il peut y avoir 1000 changements dans une entreprise en quelques semaines. Donc, il faut vraiment l'accompagner tant sur qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise que qu'est-ce qui s'est passé pour toi. Quelles sont tes envies aujourd'hui? Si tu as une baguette magique, alors je sais que toutes les entreprises peuvent pas le faire, bien évidemment, elles vont être limitées par des coûts, elles vont être limitées par peut-être des services RH qui ne sont pas formés ou qui n'existent pas. Il y a plein d'entreprises qui n'ont pas de RH. Si on prend le cas, moi je sais pas, Olivier, restaurateur, lui il a jamais été formé à ça. Il comprend pas, lui, quand il a un salarié qui est pas là parce qu'il est malade. Donc, il faut se remettre autour d'une table et en parler. Ok, tu te sens comment? C'est ça, pour moi, c'est le gros point. Et quand ça coince?
Quand ça coince, il y a un moment où en fait, moi je suis partisane de dire que voilà, tous les livres ne peuvent pas aller jusqu'à la fin. Et puis parfois on se rend compte que c'est la fin de l'histoire, ça finit un peu en eau de boudin, en queue de poisson, on pensait pas que ça allait se finir comme ça, mais ça se finit comme ça. Mais il y a un moment en fait où il faut juste accepter que l'histoire elle se termine. Et puis parfois, c'est le collaborateur qui veut plus, il a le droit d'avoir changé d'avis, de plus vouloir travailler comme ça, et puis parfois il ne peut plus. Et là on arrive sur un autre terrain qui est en fait l'inaptitude au poste, le salarié n'est plus apte à faire son poste et les aménagements ne sont pas possibles. Et là on arrive vers une rupture du contrat, effectivement. On parlait aussi en off avant l'entretien des défenseurs des droits. Tout simplement parce que parfois, il y a des entreprises qui, encore une fois, ont l'impression que tu n'es pas malade, tu ne boites pas, tu ne sais, là, t'es pas en train de saigner, t'es pas en train de crier, t'es pas en train de pleurer de douleur, donc t'es pas malade. Et donc, on a effectivement la chance d'avoir en France cet organisme, donc le défenseur des droits, qu'on peut saisir en ligne, ça, il faut pas l'oublier, qu'on peut saisir en ligne lorsqu'on s'estime victime d'une discrimination. Il y a aussi le sujet de la retraite anticipée. On peut effectivement bénéficier d'une retraite anticipée à partir de 55 ans, si on est porteur de handicap. Alors après, il y a des conditions à remplir. On est dans un pays administratif, donc il y a des conditions à remplir. Donc en fait, ça va dépendre du nombre de trimestres qu'on aura cotisé. Ça va dépendre aussi du taux d'incapacité qu'on a au travail. Il faut que ce taux soit au moins de 50%. On rentre effectivement dans des calculs où on fait quantifier en fait sa RQTH. Donc, on a soit une incapacité permanente de moins 50%, ou on peut aussi avoir une incapacité permanente jusqu'à 80%. En fait, ça dépend effectivement des handicaps sur lesquels on est. Mais on peut effectivement bénéficier d'une retraite anticipée parce qu'on est porteur de handicap. Alors après, il y a 2 conditions à remplir pour ça. Il faut effectivement avoir un certain nombre de trimestres d'assurance retraite qui a été cotisé, et avoir justifié pendant ces périodes d'une reconnaissance du handicap. On peut pas dire, si, moi j'étais handicapée depuis 15 ans, mais j'ai pas fait la demande RQTH. Mais du coup, là, ça fonctionne pas. Donc, il faut en parler, en fait. Imaginons un monde dans lequel le salarié, quand il arrive en entretien d'embauche, il a une plaquette qui définit ce qu'est son handicap, tout ce à quoi l'entreprise peut avoir le droit pour aménager son poste, et le salarié qui en parle de manière pragmatique. Au cours des 2 dernières années, j'ai eu tant de jours d'absence par mois. Voilà ce que je peux vous proposer. En fait, il faut que tout le monde soit proactif dans la démarche. Si le salarié vient, qu'il explique tout ça à l'entreprise, dans ce cas-là, elle peut se baser sur les compétences. Et puis après, si on est sur de la discrimination, on peut saisir les leviers dont on parlait tout à l'heure. Mais en fait, on peut imaginer un monde dans lequel on a une plaquette. Voilà ce que je peux vous apporter. J'apporte mes compétences, j'apporte aussi mes spécificités. J'ai un truc en plus que je peux apporter à votre entreprise. Et ça serait génial. Et ça aiderait beaucoup plus au retour à l'emploi. Je pense qu'il faut arrêter de croire que les entreprises recrutent avec des lettres de motivation. Ça, c'est un gros conseil que je donne. Et en fait, je vais vous prendre une métaphore pour illustrer ce point-là. Imaginons que je suis une boulangerie et j'ai 2 personnes qui viennent candidater parce que j'ai besoin d'un pâtissier. J'ai 2 personnes qui arrivent en pâtisserie, les 2 ont un CAP pâtisserie, les 2 ont à peu près la même expérience. Et en fait, j'en ai 2 qui arrivent. J'en ai un qui arrive avec une belle lettre de motivation en me disant, vous allez voir, je sais faire des tartes aux fraises, mais waouh! Et j'ai l'autre qui arrive en me disant, moi j'ai fait une tarte aux fraises qui est comme celle que vous vendez, que vous pouvez goûter dès maintenant, qui vous montre que j'ai envie de venir travailler dans votre entreprise. Déjà, dans votre tête, celui à qui vous avez envie de donner un 2e entretien, c'est le 2e. C'est celui qui est venu avec sa tarte aux fraises. Et c'est ce salarié-là, il l'apporte. Alors, j'ai un petit plus, effectivement, je suis hémophile. Alors, je vous ai préparé une petite plaquette pour vous montrer effectivement ce que ça veut dire. Alors, pas d'inquiétude, on peut enlever tout de suite. Et puis, il enlève, il dégrossit le trait. Et là, on est déjà sur un 2e entretien. Donc déjà, je passe le pas. Mais effectivement, si je fais une lettre de motivation en disant je sais faire des super tartes aux fraises et je bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé, non. Je montre ce que je suis capable de faire. Ça montre à l'entreprise que handicap ne veut pas dire je ne sais pas faire. Ça, c'est un gros point, je pense, à reprendre sur le recrutement. On sent vraiment que vous êtes une nouvelle génération de DRH. Je suis la génération qui se dit vraiment qui peut le plus, peut le moins. Et en fait, aujourd'hui, je vois pas le problème, moi, dans les entreprises. Là, je pense à une entreprise pour laquelle on travaille, une salariée qui a une ALD. Et je pense aujourd'hui que c'est une des salariées sur lesquelles on peut surcompter dans l'entreprise. Parce qu'en fait, l'entreprise l'a tellement bien accompagnée
Qu'en fait, aujourd'hui, elle veut travailler pour cette entreprise, elle a cette reconnaissance. Et l'employeur de dire, j'ai aussi cette reconnaissance d'avoir cette salariée qui s'est autant donnée alors qu'elle était malade. C'est un donnant-donnant, quoi, et il peut avoir de la gueule sur le long terme, ce donnant-donnant, je trouve. Donc en conclusion, ce que vous conseillez, ce n'est pas seulement de dire, c'est aussi et surtout d'expliquer. Oui, la pédagogie, c'est la clé de tout, je trouve. Peu importe ce que vous avez, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce qui se passe dans vos vies, vous ne perdez jamais rien à l'expliquer. La seule chose que vous pouvez perdre, c'est l'entreprise avec laquelle vous êtes. Et si c'est une entreprise qui ne vous comprend pas comme vous êtes, alors c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. C'est non sans émotion que je clôt ce dernier épisode, avec une pensée pour toutes celles et ceux qui ont prêté leur voix, accordé de leur temps et œuvré à la réalisation de cette 2e saison de Singularité. Singularité est un podcast de Voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques des laboratoires Roche et Chugai. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média, sur une idée originale de l'agence Intuiti. Marine Kéméré en a composé la musique et Adrien Françoise a réalisé et mixé cet épisode.